Bienvenue dans Grand Paris Reportage, le magazine d'information de la rédaction de France 3 Paris-Île-de-France. Tous les mois, nous vous proposons nos enquêtes, analyses et découvertes sur des événements qui font l'actualité de notre région. Voici tout de suite notre sommaire. Les terres d'Île-de-France étaient, il y a des décennies, les plus riches du pays, avec de nombreuses exploitations. Certes, le béton a avalé des milliers d'hectares, mais ce qui reste donne des produits de grande qualité qui font le bonheur des franciliens et de grands chefs. Luxe, gastronomie, mais aussi médecine, recherche, transport, il y a un savoir-faire tricolore qui existe bien et qui s'exporte bien. Un savoir-faire lié à une excellence à la française, et pour que cette image positive perdure, l'important est de transmettre. Reportage au sein de l'Institut d'excellence d'un des plus grands groupes industriels français. Le salon de l'agriculture bat son plein porte de Versailles et c'est tout Paris qui regarde vers les champs. Avec près de 600 000 hectares de terres cultivées, notre région demeure l'un des premiers greniers de l'Hexagone. 5 000 exploitations, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires par an. Mais pour combien de temps encore, face au Grand Paris et à la pression urbaine, il faut plus que jamais se battre pour garder ces terres. Antoine Marguet, Louis Simondet avec Laurence Comiot. L'Île-de-France est-elle encore une terre agricole? L'essentiel des terres de l'Île-de-France sont vertes, c'est-à-dire soit des forêts, soit des parcs, soit des terres agricoles. Et les terres agricoles sont très importantes dans l'Île-de-France. Et pourtant, chaque année dans notre région, 2000 hectares sont mangés par les villes. C'est un crime contre l'humanité. Hein. C'est clairement c'est vraiment une terre nourricière fertile naturellement et on a du mal à comprendre qu'on laisse partir ça sous le béton, quoi. Un grignotage lent mais régulier depuis 50 ans. On ne peut pas, à un moment donné, complètement urbaniser sans prévoir au milieu de cette urbanisation des espaces de respiration et des espaces agricoles. Je pense qu'il en va de la vie des hommes. Si on veut garder les champs qui sont autour de nous, il faut nous aussi que l'on revoie notre façon de consommer. Et pour comprendre la difficulté des agriculteurs en Île-de-France, c'est simple. Il suffit d'aller à Saclay dans l'Essonne. Ce matin, Pierre Botte, céréalier et maraîcher sur la plaine, va constater une des nuisances de la région capitale. Pierre, qu'est-ce que c'est que ça là ? Ce que c'est, voilà, une petite surprise du matin, un dépôt de déchets sauvages, assez récurrent quand même malgré tout dans les champs. Voilà les avantages de la périurbanité et ses inconvénients. C'est-à-dire que ça c'est typique de l'Île-de-France ? Alors on en trouve ça arrive un peu partout en France, mais en Île-de-France c'est particulièrement courant de trouver des dépôts sauvages comme ça de déchets inertes dans les champs. Voilà. Il faut dire qu'à Saclay, la ville s'approche à grands pas. La pression immobilière est particulièrement visible ici. Les champs disparaissent, les constructions, elles, se multiplient. En fait, on est vraiment une île agricole au milieu de la ville, le plateau de Saclay. Et en fait, le niveau de la mer monte avec l'urbanisation. Et c'est un peu le problème qu'on a. On se sent de plus en plus à l'étroit sur le plateau de Saclay. Et pourtant, voilà à quoi ressemblait ce même plateau de Saclay il y a 50 ans. Des terres agricoles à perte de vue. À 20 km de Paris, il y avait alors une ceinture verte tout autour de la capitale. Une ceinture où les premiers immeubles commençaient tout juste à apparaître, mais déjà le préfet de l'époque soulevait le problème de l'urbanisation. C'est au rythme de 50 000 habitants par an que la population de l'Essonne va s'accroître. Un autre impératif qui s'imposera au pouvoir public dans ce département, c'est de maintenir l'équilibre nécessaire entre son secteur urbain et son secteur rural. Un demi-siècle plus tard, la pression immobilière est devenue tellement forte que l'État a pris une décision historique. Il a décidé par une loi de protéger, de sacraliser même 2315 hectares de terres agricoles au cœur du plateau de Saclay.
Quand on s'installe, c'est pour du long terme, c'est pour 40 ans. Et donc on a besoin d'avoir de la lisibilité sur ce qu'on peut avoir à terme comme exploitation. Si demain un projet urbain arrive et consomme une partie de l'exploitation, ça remet en cause un certain nombre de choses. Et pour comprendre comment ces terres agricoles se font grignoter lentement, il suffit d'aller à Étampes, près de ce centre commercial. Il y a quelques années, ces 40 hectares étaient cultivés par Damien Greffin, mais les propriétaires à qui louait la parcelle ont été expulsés. L'agriculteur n'a pas fait le poids face au projet de la ville. On n'est pas contre tout développement économique, simplement c'est l'utilisation qu'on en a fait qui pour moi pourrait être plus optimum. C'est-à-dire qu'on a effectivement la surface de vente, mais on a 40 hectares de parking en linéaire, à plat, qu'on a installé devant la zone commerciale, alors qu'on aurait pu, les aménageurs, on aurait pu imposer, la collectivité aurait pu imposer à l'aménageur d'y installer des parkings souterrains et on aurait consommé moitié moins d'espace. Alors pourquoi les urbanistes gaspillent-ils autant de terres agricoles? Bien sûr pour une question d'économie, car ces terrains ne sont pas chers. Mais pas seulement. Vous allez voir que pour les urbanistes français, la préservation des terres agricoles n'est pas une priorité. C'est même un expert qui va nous le confirmer. Michel Cantal-Dupart est un des architectes qui a travaillé sur le Grand Paris. Quand on parle de forêt, sur les cartes, si vous regardez bien, c'est vert. Et c'est toujours un peu compliqué de grignoter des forêts vertes. Les terres agricoles, qui sont vertes par excellence, sont marquées, sont blanches. Et les urbanistes, les aménageurs, pensent que ce qui est blanc et qu'on fait la conquête facilement, on construit. C'est disponible. Et donc voilà, c'est des terrains sans statut. Et là, on marche un peu sur la tête. À Montesson, dans les Yvelines, la situation est encore plus caricaturale. Historiquement, la commune est une plaine maraîchère. Mais voilà, elle est située à moins de 10 km des Tours de la Défense. Et ici, c'est l'État qui exige des logements, car la ville ne respecte pas les impératifs de la loi SRU qui impose 25% de logements sociaux dans une ville. Nous avons déjà bâti cette parcelle qui s'appelait Terre Blanche numéro 1, où nous avons créé 370 logements. L'État va nous forcer à bâtir Terre Blanche 2, la deuxième étape. Dans cette deuxième étape, 19 hectares sont en cause et on va nous demander de construire de 740 à 760 logements, dont environ 300 logements sociaux. Donc vous voyez, ce sera quelque chose de dense, ce ne sera pas du pavillonnaire, ce sera du logement collectif. Et le grignotage continue, et voilà comment les villes continuent de s'étendre. La région a d'ailleurs passé un cap symbolique ces dernières années. Désormais, la ville est devenue majoritaire, elle occupe 52% de notre espace. Une situation qui inquiète les agriculteurs, d'autant plus que les terres agricoles d'Île-de-France sont les plus fertiles du pays. Ce sont d'excellentes terres, c'est des limons profonds, elles ont une qualité de réserve en eau assez importante. Alors l'hiver, parfois ça a tendance à saturer en eau, mais pour ça il y a un réseau de drainage qui permet de maintenir la qualité en hiver. Et en été par contre ce sont des super terres de par leur rétention en eau et leur réserve d'eau qu'elles peuvent accumuler. Alors pour valoriser ce terroir francilien, Pierre Botte a décidé de vendre directement sa production maraîchère. Comme dans de nombreuses fermes de la région, il a une boutique dans son exploitation. Poireaux, oignons, carottes, betteraves, pommes de terre, mais aussi des fruits avec des pommes ou des poires. Voilà tout ce que l'on peut cultiver à moins de 50 km du centre de Paris. On a un terroir, on produit une qualité, on veut la valoriser et ne pas rentrer dans un processus de grande distribution qui standardise les produits sur des critères bien précis et sur lesquels on ne se pose pas forcément la question de qualité gustative. Un poireau qui n'est pas juste blanc mais qui a aussi du vert et du goût, c'est quand même nettement plus intéressant pour le consommateur qu'un grand poireau tout droit comme un manche de pioche, mais qui a le goût d'eau qui l'a fait pousser, quoi. Un terroir régional, souvent méconnu par de nombreux Parisiens. Il est pourtant très facile de manger local. Il y a le système des AMAP ou des ruches qui proposent chaque semaine des paniers agricoles. Mais maintenant, on trouve aussi des drives fermiers. Ça, c'est un sacré panier, ça. Ah oui. Des carottes, la mâche. C'est le travail de Stéphanie. Elle distribue des produits des fermes de la région.
un trait d'union entre agriculteurs et citadins. On a les céleris. Je veux juste être sûre qu'il n'y a pas d'erreur parce que quand on arrive sur le drive, c'est trop tard. Et dire au client qu'il n'aura pas ce qu'il a commandé, c'est problématique. Donc il faut vraiment s'assurer que tout va bien. Et tout ça, ça vient d'Île-de-France? 90% Île-de-France, oui. Et voilà, il n'y a plus qu'un. Hein. Les fermes sont surtout ouvertes le week-end. Les personnes ont peut-être besoin de se reposer le week-end, pas forcément courir les fermes. Donc on leur apporte la solution. C'est les champs qui viennent à la ville en fait. Au moins une fois par semaine à Paris et dans de nombreuses villes d'Île-de-France, Stéphanie donne donc rendez-vous à ses clients pour leur distribuer les commandes passées par Internet. Un circuit court qui séduit de plus en plus les consommateurs. La bière du Vexin. En Île-de-France, on a les supermarchés où les fruits et légumes ne sont pas de qualité, les marchés qui sont relativement onéreux. Et donc du coup, cette solution, c'est quand même à des prix raisonnables et la qualité est là. Et ça, c'est monsieur Jorel dans le Vexin. Lorsque je vais donner 10 €, à quoi vont servir ces 10 € en fait? Dans la poche de qui ces 10 € vont aller? Nous, chez Drive des Champs, on est le seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Au revoir. Des circuits courts qui seraient donc aussi une réponse à la crise des prix agricoles. Car certains produits de notre terroir sont maintenant en danger. C'est le cas du fameux champignon de Paris. Il ne reste plus qu'une poignée de producteurs en Île-de-France. À Méry-sur-Oise, Bruno Zamblera tente donc de résister à la concurrence. Le champignon de Paris, comme celui-ci, c'est vraiment le terroir parisien, tout à fait. Son appellation n'a pas été certifiée ni contrôlée, mais là, vous avez le vrai champignon de Paris. Et pourtant, il n'y a pas qu'à Paris qu'on produit des champignons de Paris. Non, comment la principale production maintenant se fait dans les pays hollandais, polonais, c'est vraiment du produit d'import, du champignon blanc. Ça vous agace, ça, ou non? M'agacer, non, mais disons qu'on n'a pas su labelliser notre produit et le protéger. Voilà, ça c'est peut-être été une erreur des anciens. Pour s'en sortir, Bruno a choisi de se consacrer à la qualité. Il faut dire qu'à 3 € le kilo, il est au moins 2 fois plus cher que les champignons de grande surface. Il ne récolte que 700 kilos par semaine, mais à ce tarif-là, il propose un produit qui puise toute sa saveur dans l'humidité des carrières d'Île-de-France. Regardez. Vous voyez un peu, il est très ferme, il n'est pas ouvert au niveau des lamelles. Et lorsque vous allez le goûter, vous allez me dire le goût qu'il peut avoir. Et ça a quel goût alors? Un petit arrière-goût de noisette. Voilà, c'est un champignon qui est très ferme, très en chair. Un terroir et des produits d'Île-de-France que l'on peut retrouver dans plus d'une centaine de restaurants parisiens. Comme ici, nous sommes au Casse-Noix, dans le 15e arrondissement. Le chef, Pierre-Olivier Lenormand, est passé par les cuisines du Crillon, mais désormais, il a ouvert son bistrot et il a choisi de se fournir en local. Tous les matins, on a un arrivage, on travaille en flux tendu, que ce soit sur les poissons, la viande et les légumes. Donc si on a besoin de 2 pommes vertes, on commande 2 pommes vertes. Donc on sait qu'on a des pommes, on évite d'avoir trop de stock. Tout ce qui est poireaux, céleri, carottes, c'est des choses qu'on arrive à avoir toute l'année. Les oignons, tout ça à chaque fois, c'est des produits qu'on travaille sur des produits locaux et pas sur des produits qui vont venir de plus loin. Une fraîcheur des produits qui fait toute la différence. Alors pour nous, il va concocter une assiette parisienne, voilà, avec des légumes franciliens. Ça sent quoi? Ça sent Paris, ça? Et là, vous avez vraiment le goût, vraiment le goût de champignons de Paris, vraiment celui que j'ai connu quand j'étais petit. On voit qu'il va être bon, c'est un petit poireau presque baguette. Il est bien juteux encore, on voit qu'il a été, vous voyez, il y a bien l'eau qui sort, il n'est pas sec. Et pour donner de la couleur et surtout une note sucrée, Pierre-Olivier va utiliser une betterave du Vexin. Ça rapporte un petit goût bien spécifique, un peu terre, parce que c'est un légume qui a un petit peu ce goût terreux quand même. Et ce petit côté sucré qui n'est pas désagréable. Une assiette élégante, mais surtout
savoureuse. La preuve que manger des produits locaux reste le meilleur moyen de défendre le terroir de l'Île-de-France. Perico Légas, bonsoir. Vous êtes le rédacteur en chef de Marianne, journaliste gastronomique connu pour être défenseur des terroirs et des AOC, les appellations d'origine contrôlée. Ces enjeux agricoles en Île-de-France, est-ce qu'ils vous touchent particulièrement ? Oui, parce que l'Île-de-France fut une prodigieuse région agricole, avec le plus grand vignoble de France, avec des produits réputés, l'asperge d'Argenteuil, le chou de Bercy, et que ce patrimoine, évidemment, s'est réduit à cause de l'urbanisme, et qu'il y a une très forte demande des Parisiens, des Franciliens, à retrouver ces produits du terroir de l'Île-de-France, cette vieille province. Il y a le mot France dans l'Île-de-France, parce que le nord de la Seine-Saint-Denis est la terre de France, Roissy-en-France, qui est le territoire des Franciliens, et donc c'est le cœur de la patrie. Et il y a une tradition maraîchère très ancienne, il y avait des produits, et l'Île-de-France était autrefois un des plus beaux garde-manger. On la gardait Rungis comme vitrine. Voilà, donc je suis très attaché, et surtout soutenir les paysans, soit qui ont survécu, soit qui sont revenus à la culture de la terre, et qui se donnent beaucoup de mal pour nous faire beaucoup de bien et faire en sorte que les Parisiens, les Franciliens et les Franciliennes puissent savourer des produits de l'endroit, de la saison, qui ont du goût, de proximité à travers des circuits courts. Et je sais que ça se passe bien. Alors justement, vous êtes parisien, d'origine basque, mais parisien quand même. Où est-ce que vous achetez vos fruits et légumes, monsieur Légas ? Dans la mesure où j'ai 3 enfants en bas âge, je me fournis exclusivement en produits bio, en produits maraîchers. Et bon, il y a plusieurs commerces dans le quartier. J'habite près de la gare de l'Est. Vous êtes locavore, par exemple ? Ah, je suis totalement locavore. Chaque fois que faire se peut, hein. Faut pas non plus être... si le produit est un petit peu plus loin et meilleur, voilà. Et je vais chez un maraîcher qui se fournit à Rungis et qui a des produits de toute la France. Mais si on a un produit de l'Île-de-France, évidemment... j'en profite et j'essaie de lancer cette tendance de se renseigner sur l'origine du produit. Voilà. Nous sommes en plein salon de l'agriculture, dans un contexte de tension inhabituelle. Alors, salon de l'agriculture, c'est le salon de l'industrie agricole, où il y a tout sauf des paysans et où il y a tout sauf cette agriculture qui nous fait vivre. Il y a les grands logos, les grandes marques, les industriels, McDo. Bon, c'est comme ça, c'est une vitrine. Je pense qu'un jour, il faudra refaire un salon de la vraie agriculture paysanne. On en parlera. La preuve, c'est que c'est aujourd'hui un zoo où les jeunes enfants d'Île-de-France vont voir les animaux qu'ils ne connaissent pas. Grâce à la télé, ils connaissent le zèbre, l'antilope, le crocodile Parker, qui sont les animaux familiers. Et quand ils vont voir le mouton, la vache et le cochon, et ils savent pas exactement d'ailleurs si c'est celui-là le cochon ou celui-là le mouton, parce qu'ils les ont jamais vus, si ce n'est. Donc, c'est une belle école d'apprentissage de la vie agricole et rurale française. L'agriculteur, le visage de l'agriculteur à Paris, il est multiple. Est-ce que les Parisiens ont une vision, comment dirais-je, moderne de leur agriculture ou pas du tout ? Ça a beaucoup évolué. Longtemps, le paysan était le pecno, un ringard, un retardé, rétro-archaïque. Et aujourd'hui, comme les Français, et notamment les gens qui vivent dans les grandes agglomérations, ont compris que ce sont ces gens-là qui nous donnent la vie, quelque part, hein, de quoi vivre, se battre pour préserver. On sait aujourd'hui qu'un agriculteur, un paysan, il ne fait pas que cultiver la terre, il préserve un paysage, une tradition, un environnement, se donne du mal pour certains, pas tous. Il y en a qui sont dans une logique industrielle, mais il y en a qui veulent revenir à une agriculture qui nous apporte des produits sains, bons pour notre santé, car on sait qu'aujourd'hui les grandes maladies viennent d'une mauvaise alimentation, de la malbouffe. Donc il y a une très forte considération des Parisiens et des Franciliens pour le peuple paysan, pour les agriculteurs. Et il y a eu une inversion. Et la qualité, on sait que c'est des gens à qui on doit beaucoup et que sans eux, s'ils n'étaient pas là, la France ne serait pas telle qu'elle est, on n'aurait pas des campagnes aussi belles. Oublions pas qu'il y a 90 millions d'étrangers qui viennent en France chaque année visiter ce pays. C'est aussi parce que le paysan jardinier préserve les paysages et la France quand elle est belle. Voilà. Perico Légas, le prochain magazine de cette émission explore les métiers de l'excellence française. Est-ce qu'on peut dire que l'agriculture hexagonale est encore un métier d'excellence, représente encore des métiers d'excellence ? Il y a de tout dans l'agriculture. Il y a des produits, hélas, industrialisés qui sont pas bons, même qui sont infâmes. Mais l'excellence française, là où elle va le plus loin possible, et là où elle est le plus glorieuse, c'est dans les produits alimentaires, et notamment dans le patrimoine agricole qui est vraiment doté de trésors et de merveilles.
J'adore l'art, j'adore la joaillerie, j'adore l'horlogerie. On a des choses formidables dans l'excellence, hein, avec des artisans. Mais l'art dans le patrimoine alimentaire et agricole, et le monde entier le reconnaît puisqu'ils viennent chez nous goûter ça avec des grands cuisiniers qui viennent d'ailleurs, c'est notre patrimoine agricole. Et en Ile-de-France, on a quelques joyaux et quelques perles qu'il faut préserver. Donc on peut être très fier d'être français grâce à ces gens-là. Merci Perico Légas d'avoir été avec nous ce soir. Paris donc est connu pour son luxe et son raffinement. Cette image, la capitale l'a construite en développant des savoir-faire rigoureux avec des maisons de prestige. L'excellence, c'est la culture du sur-mesure, de la pièce unique aux finitions impeccables, du geste précis et parfaitement exécuté. Pour perpétuer cette exigence, le groupe LVMH mise sur la formation. À l'Institut des métiers d'excellence, on apprend le luxe à la française, tout un art. Geneviève Faure, Nedim Lankarevitch avec Valérie Jaunet. Paris, quartier de la Madeleine, 8 h du matin. Camille et sa tutrice Véronique vérifient avant l'ouverture de la boutique le nouvel aménagement de la vitrine. Et du coup, comment tu ferais pour le flacon alors? Le flacon, en fait, le dessin le met en scène. Donc peut-être revenir au flacon pour avoir vraiment une unité dans la silhouette avec le flacon en dessin et ça nous permettrait d'éviter ce problème-là. C'est une bonne solution. Donc effectivement, il y a des petits soucis d'éclairage, de position. Donc on se met à l'intérieur et à l'extérieur et ensemble on regarde ce qui est le plus judicieux et les ajustements qu'on pourra faire sur les autres vitrines qui n'ont pas forcément la même largeur. Donc il y a des adaptations à faire pour toutes les vitrines. Camille était déjà opérationnelle sur les logiciels qu'on utilise. Quand elle est arrivée, le principe de la vitrine était déjà figé et elle a donc fait toute la déclinaison des vitrines puisque chez Guerlain, les vitrines sont sur mesure et c'est donc elle qui a décliné l'ensemble des vitrines, fait tous les ajustements nécessaires. À l'occasion du lancement de sa nouvelle gamme de cosmétiques, le parfumeur habille ses vitrines à l'effigie de sa célèbre petite robe. Camille a rejoint l'équipe de designers et architectes de la marque il y a 2 mois. Ce qui est intéressant pour nous, c'est d'intégrer une ressource créative différente, puisqu'elle arrive avec une connaissance du design, mais plutôt graphisme. Et moi, je trouve que c'est vraiment très, très riche de pouvoir avoir comme ça une dimension différente dans l'équipe. Et puis, nous, on va lui transmettre nos expériences, nos compétences sur l'aspect du merchandising, du retail, donc l'art de mettre en scène la marque au point de vente. Camille alterne entre les cours et la pratique en entreprise, car elle vient d'intégrer l'Institut des métiers d'excellence. Comme elle, ils sont une centaine d'apprentis à suivre une formation dans différentes écoles selon leur spécialité. Louis, lui, a choisi la couture. Il passera son CAP tailleur dans 1 an et demi. S'il est retourné aux études à 25 ans, c'est pour atteindre son unique objectif, devenir un jour tailleur pour hommes. En attendant, à l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne, les filles préparent une robe de gala, tandis que Louis s'initie au patronage. C'est à vous de savoir comment vous allez le positionner et par rapport au milieu devant, vous allez laisser au moins facilement 25 cm pour pouvoir caser le pli creux. Exactement ce que j'ai fait là. D'accord ? Mais la couture répond à des règles extrêmement strictes. Pour la femme, on travaille sans couture et pour l'homme, on travaille avec couture. Donc il y a une gymnastique à faire de sa part pour ne pas se tromper. C'est pour ça moi je découvre avec madame la coupe féminine parce que je ne savais pas. Donc c'est cool pour moi parce que c'est des nouvelles techniques, c'est tout nouveau quoi.
Louis a déjà travaillé comme ouvrier retoucheur dans un atelier parisien. Mais la maison Berlouti, où il est maintenant en alternance, reste son rêve ultime. C'est vraiment c'est un métier d'ouvrier, d'artisan. À l'inverse peut-être des maisons de couture comme Dior, Vuitton, où là l'accent est un peu mis sur la créativité, sur le nouveau chaque année avec des collections. Chez les tailleurs, c'est entre guillemets toujours la même chose. C'est toujours un costume, mais c'est jamais le même parce que c'est pas le même client, c'est pas le même tissu. Il y a des finitions, des détails. Disons que moi je le comprends très bien. Il est beaucoup plus du côté dans la confection, dans la réalisation, voyez-vous. Même s'il doit rester dans l'ombre, ce qui l'intéresse vraiment, c'est la technique. Du talent dans les mains et des rêves plein la tête. En intégrant après une très sérieuse sélection les maisons de couture du groupe, ces apprenties couturières font leur premier pas dans un univers jusque-là difficilement accessible. Je suis arrivée à l'école sans savoir, sans être au courant pour le partenariat. Ça a été la surprise totale. Et je suis ravie que ça existe en fait, parce que sans ça, je pense que je ne serais jamais rentrée chez Dior. Et je pense que les 3/4 des gens ici n'auraient jamais intégré une grande maison, et c'est vraiment une chance inouïe qu'on a de pouvoir exercer avec les meilleurs, je pense. Grâce à ces formations, enfin surtout à cette formation qui est lancée, on peut vraiment y arriver, entre guillemets, et espérer continuer dans ces grandes maisons et belles maisons. Puis on n'y aurait pas pensé, enfin je sais pas pour toi, mais moi je sais que j'aurais jamais pensé, ne serait-ce que taper à la porte de chez Dior et dire bonjour, prenez-moi en alternance. Enfin, si, moi j'ai essayé. Bah moi j'aurais même pas, ça me semblait tellement inaccessible. C'était loin, c'était inaccessible. Ouais voilà, c'était même pas envisageable, j'y aurais même pas pensé, ne serait-ce qu'une seconde. Louis, Fanny ou Lisa font partie de la 2e promotion de l'Institut des métiers d'excellence, une structure créée par LVMH en 2014. Le numéro 1 mondial du luxe s'interroge alors sur la transmission de ses savoir-faire dans ses différentes maisons et lance le recrutement de nouveaux talents. Nous viendrons avec toutes les écoles partenaires, les maisons partenaires, présenter aux jeunes et à leurs parents les métiers, les formations que nous proposons et tous les programmes pour qu'ils puissent, s'ils le désirent, se renseigner, prendre des informations auprès des écoles. Voilà, et éventuellement connaître les conditions pour postuler à la rentrée 2016, puisque nous avons une centaine de postes à pourvoir. Un des objectifs que nous avions avec l'Institut des métiers d'excellence, c'était non seulement de pérenniser ces filières, de valoriser ces métiers et ces gestes, et de nous assurer de la transmission de ces savoir-faire, mais aussi de pouvoir toucher un public qui n'aurait pas forcément connu des métiers, mais aussi osé envoyer son CV, je ne sais pas, chez Chaumet, chez Louis Vuitton, chez Dior. Et c'est un des axes de notre politique de ressources humaines qui était d'une part de favoriser l'employabilité des jeunes en particulier. C'est vraiment un sujet de société, c'est quelque chose qui nous anime et qui nous préoccupe. Et puis de pouvoir tendre la main en n'abaissant pas par ailleurs nos critères d'excellence. Nous voulons engager les meilleurs, mais basés sur leur potentiel, basés sur leur désir, basés sur leur passion et leur motivation. La pluie, la grêle, le froid, le secteur du luxe ne signifie pas forcément confort et facilité. Ce jour-là, à quelques kilomètres d'Avise, en Champagne, l'équipe de vignerons du domaine Veuve Clicquot est occupée à la taille des vignes. Et parmi eux, Mathieu, 23 ans, en apprentissage, accompagné de son tuteur. Pour tailler un pied de vigne, il y a toujours à la base, il faut conserver un petit bois pour pouvoir donner du bois de remplacement l'année suivante. Alors ensuite, sur le lancement qui a été effectué l'année dernière, voilà. Donc un bois de 2 ans avec des bois de 1 an, donc j'effectue un prolongement à 5 yeux. D'accord, très bien. Je suis également chasseur, pêcheur, donc j'aime bien être dehors. Je me suis dit que c'était une grande chance, surtout au niveau des compétences possibles à acquérir. Et surtout que c'est une formation où on voit l'ensemble du métier de vigneron. Donc pas seulement dans le travail de la vigne, mais aussi tout ce qui est vinification. Et donc ça permet ensuite d'avoir un débouché aussi bien dans les maisons que dans des exploitations plus petites derrière.
Quand il n'est pas au milieu des vignes, Mathieu suit des cours au lycée viticole d'Avise, où lui et ses camarades de promotion passeront un brevet professionnel vigne et vin. Moi, ma volonté, ce serait d'intégrer une grande maison de champagne. Donc après, ça dépendra des profils qu'ils recherchent à la fin de notre formation. Et peut-être qu'il y en aura 2 ou 3 qui resteront, on ne sait pas. On a une chance énorme en Champagne, puisqu'on a une demande qui est importante en salariés. Donc ça, c'est vraiment un bassin d'emploi intéressant et riche, quoi. D'autant que les exploitants vieillissent. Hein, on s'aperçoit que les exploitants vieillissent, donc on a des exploitations qui sont à reprendre potentiellement dans les années à venir. Nous retrouvons Camille au sein de sa classe à l'école Boulle. La prestigieuse école des métiers d'art s'est associée à LVMH pour créer une formation sur mesure, un diplôme niveau BTS en design retail. Souvenez-vous, il s'agit d'aménager un lieu de vente ou sa vitrine. Plus le patient s'approche, il y aurait 3 cloches différentes, et plus le patient s'approche, plus ces cloches-là s'ouvriront légèrement, et ça l'obligerait à aller de plus en plus devant la vitrine, et donc lui donner envie de rentrer après dans l'espace commercial. Dans ce cours de conception de projet, l'exercice était d'imaginer les vitrines de demain. Donc nous, effectivement, on réfléchit à des concepts qui pourraient dans le futur voir le jour. On n'achète pas le produit, on achète une expérience, on veut faire voyager un consommateur. Et donc on va essayer de pousser cela au maximum, mais à l'heure actuelle, il ne nous paraît pas impossible que dans quelques années, on soit amené à rencontrer ce genre de choses dans des magasins. À l'instar de Camille, les 10 autres étudiants sont en alternance dans des maisons renommées comme Givenchy, Louis Vuitton ou Le Bon Marché. Sur 250 candidatures, 11 seulement avaient été sélectionnées pour cette formation. Son bonheur est discret, mais Louis est enfin dans la place. La boutique Berluti, chaussures et prêt-à-porter masculin, cache un atelier tailleur sur mesure, la même où Louis espère être embauché. Donc oui, je vais te montrer comment on coupe une garniture de veste. Donc il faut toujours que tu imagines que sur le bord du revers, il y a une rayure. Et l'idée, c'est de faire en sorte que la rayure soit visible le plus longtemps possible sur le revers. Ça, c'est l'anglaise. Oui. Hop. Et là, c'est l'aplomb, là où va s'arrêter le col. Hop. Entièrement fait à la main, chaque costume est unique, taillé dans le tissu choisi par le client. Le geste du maître est sûr, habité d'années d'expérience. Ça, c'est vraiment l'étape initiale dans la réalisation du costume. Et c'est la responsabilité du coupeur, du tailleur, donc c'est la personne la plus importante dans l'atelier. Donc moi, c'est pas d'actualité que je réalise ça tout de suite. En revanche, vu que ça fait partie du métier, forcément, ça m'intéresse beaucoup. Ce poste-là, il n'y a pas la place pour tout le monde. Il y a 4 maisons sur Paris. Il y a plusieurs jeunes de sa génération qui vont être là. C'est tout ce que je lui souhaite, c'est le mal que je lui souhaite. Mais il faut développer des capacités et tout le monde ne les aura pas. Exactement. Je sais que les places sont chères. De formation initiale en philosophie et lettres classiques, aujourd'hui, Louis n'a Dieu que pour ses aînés qui répètent inlassablement chaque étape de la confection d'une veste ou d'un pantalon. Pour l'heure, Louis n'est qu'apprenti appiaisseur. Légèrement à la toile. Dans l'atelier, les échelons se gravissent patiemment. Pour moi, c'est une chance inestimable de pouvoir travailler avec des gens qui respectent autant le beau travail et surtout qui font un effort pour que les jeunes puissent prendre le relais en fait. Moi, quand j'étais jeune, personne m'apprenait comme ça. C'était moi qui regardais, je volais, comme on dit, je volais le regard des gens pour regarder. Tandis que chez Berluti, ils ont de la chance de nous avoir, de Karim, moi, et d'autres personnes, pour pouvoir les apprendre et qu'un jour, bon, on va devenir vieux aussi, qui prennent notre place, là, ils nous remplacent, voilà. Les générations comme Nino ont connu l'époque où ce métier était, entre guillemets, vu de précaire. Maintenant, ce métier a pris beaucoup de noblesse. Et il y a beaucoup de jeunes qui viennent dans ce métier-là, qui sont obnubilés par tout ce qui est le prestige. Mais il y a plein d'autres choses en plus. Et je tiens énormément à ce que ces jeunes travaillent avec les générations comme Nino, qui, eux, connaissent vraiment les valeurs du métier. Et il est primordial et important
que ces jeunes-là évoluent avec ces valeurs-là. La star, c'est le vêtement. Un costume sur mesure nécessite au moins 120 heures de travail et commence à 6 900 €, un montant qui peut s'envoler. Le prix de l'artisanat. À l'issue des 18 mois de formation à l'Institut des métiers d'excellence, la plupart des alternants pourraient être recrutés. Le PDG du groupe a annoncé sa volonté d'embaucher en France 3000 personnes chaque année. Le secteur du luxe n'a pas fini de bien se porter. Maurice Tasler, bonsoir. Vous êtes le fondateur et président d'Excellence Française, une association qui défend le savoir-faire hexagonal. Vous publiez d'ailleurs chaque année un livre d'or. Cet institut des métiers d'excellence, il existe depuis 2 ans. On se dit que c'est assez court. Pourquoi en a-t-on eu besoin, à votre avis ? Ben, la transmission du savoir, déjà, est absolument fondamentale, y compris, bien évidemment, et en priorité, déjà, pour les grandes maisons. D'abord parce que ce sont d'abord des grandes maisons, avec une histoire, un passé, et ce passé a besoin d'être transmis. Je pense que toutes les grandes maisons, y compris dans le groupe des maisons LVMH, il y a cette prise de conscience qu'on ne peut pas ne pas transmettre. C'est pas possible. Aujourd'hui, ces valeurs sont tellement précieuses pour l'image même de la France en général, et pour que perdure dans le temps effectivement cette qualité qu'on nous envie, en particulier dans les métiers d'art. Dans le magazine, on parlait de haute couture, du champagne bien sûr, de cosmétiques et de parfums. Est-ce qu'il y a des aspects de l'excellence française qu'on ne connaît pas ou qui nous surprendraient ? Alors vous ouvrez là la porte de ce qu'est l'excellence française, puisque la spécificité de ce pourquoi on existe aujourd'hui est que nous recherchons chaque année l'excellence, mais dans tous les domaines. Il n'y a pas d'exclusive. Je vous donne un exemple. Première année, 2009, faisait partie du premier palmarès Bernard de Vauchel, chirurgien de la face, première greffe mondiale du visage. Bon, première greffe mondiale du visage, voilà le geste d'excellence. On reconstruit un visage d'une femme qui avait eu son visage arraché par un chien, et cet homme lui a reconstruit son visage, lui a redonné vie. Donc finalement, l'excellence française, elle n'est pas forcément que tournée vers le passé, ce ne sont pas que des métiers de tradition. Alors, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience très importante de la part des grands dirigeants, de sociétés, d'institutions ou de personnalités en tant que telles, pour dire mais il faut qu'on transmette. Voilà. Le luxe, le très très haut de gamme, ça fait partie de cette excellence à la française. Comment cette excellence a-t-elle acquis sa renommée à l'étranger ? Alors, cette excellence, je crois, on revient au cœur de votre sujet, c'est en fait la transmission des savoirs. On parle aujourd'hui des transmissions des savoirs d'aujourd'hui pour nos jeunes de demain, enfin, aujourd'hui et donc de demain. Mais si nous avons pu acquérir, si la France, d'ailleurs qui était le centre du monde sous Louis XIV, ne l'oublions pas, la France rayonnait dans le monde, c'était une référence à tous les niveaux. Eh bien, si nous avons pu et si nous pouvons encore jouir en ce moment même, en France, de cet acquis, c'est qu'il y a derrière, effectivement, un passé qui nous a amenés à pouvoir, je dirais, nous asseoir sur ces valeurs, que ce soit des valeurs scientifiques, et des valeurs culturelles, même économiques. Et donc, merci aux anciens, justement, à nous de transmettre au futur ce que nous savons et ce que nous avons appris des autres. Merci Monsieur Tasler. Je rappelle que vous êtes le président et fondateur d'Excellence Française, l'association qui défend le savoir-faire donc hexagonal. Et pour terminer, Grand Paris Reportage embarque à bord d'une péniche. Le saviez-vous? Grâce au canot, le transport fluvial connaît un nouvel essor. Ce système de fret est en effet bien moins polluant et beaucoup plus fiable aussi, sans oublier qu'une péniche moyenne transporte l'équivalent de 10 camions. Avec la Seine, le cœur de Paris est facilement accessible, sans risque de bouchon. Nous avons embarqué à bord d'Eloyan, qui doit livrer plusieurs tonnes de sable aux abords de la capitale. Corinne Bianrosa, Pierre Lepay, montage Annie Mallory.
Personne n'y croyait, mais elles sont bien là. Les péniches de commerce sont de retour dans les canaux du Berry et du Loiret. Un défi énorme, un pari sur l'avenir, à l'heure où les nuisances provoquées par le fret routier deviennent insupportables. Tout commence ici, à Cours-les-Bars, à la frontière entre la Nièvre et le Cher, avec cet homme, Gilles Morini, le patron des agrégats du centre. C'est lui qui a eu l'idée de faire appel à des péniches pour transporter le sable, extrait tout près d'ici, jusqu'au port parisien de Bonneuil-sur-Marne. Un pari économique et écologique. L'image de notre profession a énormément souffert pendant des années parce qu'on pense carrière, on pense camion, poussière, bruit. Et ce projet va permettre de montrer que on fait aussi un pas où on suit un peu l'évolution naturelle de ce qui se passe maintenant et de faire 50% de notre production acheminée par bateau, c'est 12 000 camions en moins par an. C'est un bilan énergétique qui est ultra favorable. Il faut savoir qu'une péniche, c'est 17 fois moins polluant qu'un camion. Il y a plus de 10 ans que les péniches de commerce avaient disparu du canal. Alors, pour les villages alentours, c'est un peu comme une renaissance. C'est merveilleux. Nos canaux revivent au moins. C'est impeccable. Impeccable, ça peut être que merveilleux. Et puis au niveau écologique, on est en plein dedans aujourd'hui. Cette semaine-là, 13 bateaux font l'aller-retour entre le Berry et la région parisienne. La première étape nous emmène de Cours-les-Bars dans le Cher à Briard dans le Loiret par le canal latéral à la Loire. À bord de l'Éloiane, Guy et sa famille vont remonter 240 tonnes de sable, les 2/3 de la cale. Mais le tirant d'eau des petits canaux du Cher ne permet pas d'aller au-delà. Tous les jours, c'est un nouveau voyage. À chaque fois qu'on recharge, on repart vers une autre direction, on voit d'autres paysages. On voit la France sur un autre angle, dans les petites vallées, les beaux paysages de la Loire. Et c'est pour ces paysages que Brigitte a quitté sa Suisse natale pour suivre ce fils de marinier. Sédentaire, on a toujours la même vue. On ouvre la fenêtre, on a toujours le même voisin, on a toujours le même jardin. Et là, le jardin, c'est la nature qui défile. Il y a toujours des autres voisins, il y a des éclusiers, il y a des gens qui échangent régulièrement. Donc ça, c'est plutôt sympa. Sur les 300 km de trajet, 78 écluses gérées par VNF, Voies navigables de France, qui a la responsabilité du réseau fluvial. Le retour du fret, c'est un espoir pour les éclusiers dont la profession est menacée. Moi, je suis assez content. C'est mon métier avant tout, donc je pense à l'avenir de mon métier. Donc, le tourisme, c'est bien, il en faut, mais bon, je pense que le commerce peut rapporter encore. Ah bah, c'est bien là pour le coin, là, pour le canal aussi, tout ça. Ça va faire un peu du trafic. Les péniches de type Fraissinet, avec leurs 5 mètres de large, n'ont que quelques centimètres de marge pour loger dans les petites écluses du canal latéral à la Loire. Il faut bien surveiller les cordes. C'est obligatoire pour le règlement d'avoir deux cordes et stopper le moteur dans les écluses. On laisse tourner au ralenti, mais on n'embraye pas pour esquinter les ouvrages. Des grands gabarits qui ne laissent pas beaucoup de place aux petits bateaux de plaisance, très nombreux à cet endroit. Ce qui occasionne parfois quelques frayeurs. Ah là, on a eu beaucoup de chance, on en a croisé 2 dans un tout petit bief. Et ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, c'est très impressionnant. Parce qu'on a toujours peur que la péniche vous jette sur le bas-côté, mais on a aussi peur qu'elle vous rentre dedans. Pour les responsables de VNF, il est nécessaire de rappeler que le fret est prioritaire en toutes circonstances, pour de bonnes raisons. Je pense qu'il faut petit à petit réfléchir à un mode d'exploitation qui nous permette vraiment de nous intégrer dans le développement du territoire. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un transport, c'est voir comment on peut, par l'exploitation, développer des commerces, des services qu'on n'a pas actuellement et qui pourraient petit à petit se développer si on réfléchit aussi
a un mode d'exploitation qui est différent. On voit très bien quand on passe sur les silos des coopératives agricoles, il n'y a plus un seul bateau qui charge du grain. Alors que nous, on trouverait quand même plus normal de voir le grain sur des bateaux que sur des camions. Face au transport routier, Guy aussi a de bons arguments. On tourne en moyenne du départ à la fin à 6 à l'heure. Ce qui veut dire 6 à l'heure, 10 camions, et je roule à 60 à l'heure. Donc je vois pas où est le problème. On dit qu'on est lent, mais on n'est pas plus lent qu'autre chose. On déplace la valeur de 10 camions. Ici aussi, on se réjouit de la reprise du fret sur le canal. À Marseille-les-Aubigny, on transformait jusqu'à présent les vieilles péniches Fraissinet en logements. Aujourd'hui, de nouvelles perspectives s'ouvrent. On reste sur des bateaux en acier traditionnels. Par contre, on peut évoluer au niveau des caractéristiques techniques des bateaux, au niveau énergie, au niveau développement des bateaux, au niveau normes aussi, parce que les normes ont changé. On est sur des nouvelles générations de moteurs au niveau de la pollution. Le lendemain est un jour particulier, même pour des mariniers chevronnés. L'Éloiane va passer le pont-canal de Briare, construit au XIXe siècle au-dessus de la Loire. D'une longueur de 662 mètres, il est longtemps resté le plus long pont-canal du monde. Il a été construit pour les bateaux de commerce Fraissinet pour alimenter Paris. C'est la première porte de Paris. Donc on a gagné du temps par rapport à la voirie à l'époque, à la route. Et sur Tour du Fret, justement avec ces granulats qui remontent sur Paris, c'est redynamiser la voie d'eau. C'est toujours la même émotion. Je vais attendre qu'il passe devant la Loire. Comme ça, j'aurai le nez du bateau, la Loire. Derrière le pont-canal, le port de Briare est le plus important port de plaisance de la région. Mais les installations ne permettent pas pour l'instant le stationnement des péniches de commerce. Pour moi, c'est une évidence que le canal, c'est un espace partagé. C'est pour tout le monde. Donc c'est pour le fret, aussi que pour les plaisanciers, aussi que pour les pêcheurs, aussi que pour les gens qui font du vélo, etc. Et je pense que le fait que le fret va revenir, ça donne d'énergie et une motivation pour mieux entretenir, réparer les voies d'eau. Donc tout le monde va en profiter. Pour les responsables de Voies navigables de France, ce retour du fret dans le bassin Centre-Bourgogne est aussi un véritable challenge. Il faut qu'on fournisse la preuve, et c'est tout à fait normal, qu'on puisse le faire avec des dotations tout à fait raisonnables. Mais derrière, on voit bien que lorsqu'on va voir les collectivités et qu'on leur parle de tout l'intérêt en termes de formation, d'emploi, de retombées économiques sur les territoires traversés, on a forcément un regard qui disparaît de ce qu'ils ont pu concevoir pendant des dizaines d'années sur l'obsolescence du transport fluvial. Après avoir remonté le canal de Briare, l'Éloiane navigue maintenant sur le canal du Loing. Et notre deuxième étape va nous conduire de Montargis à Saint-Mamet dans le Val-de-Marne, à la jonction avec la Seine. Malgré la volonté affichée de développer le commerce fluvial, la profession de marinier reste menacée. Moi, ça va faire 25 ans que j'ai repris le bateau. On va dire une quarantaine d'années que ça décline. De plus en plus. Et puis il n'y a personne pour reprendre derrière. Il n'y a pas il n'y a plus de formation suffisante. Et puis les transports sont plus assez rémunérés. Donc un jeune, il a du mal à s'installer sur un bateau. Pour investir, il y a de l'argent à investir. Donc des jeunes, il y en a de moins en moins. Il y en a tous les ans des gens qui partent à la retraite et qui ne sont pas remplacés. À chaque passage d'écluse, le personnel de VNF note le nom du bateau, le tonnage et la nature de la cargaison qui serviront à calculer les droits de péage. Sur le canal du Loing, où le trafic commercial était en chute libre, les péniches en provenance du Berry sont une chance.
L'hiver, on va dire qu'on a une trentaine de péniches, on va dire tous les mois, quoi, qui vont à Montargis ou Nemours. Mais là, ça vous en fera plus. Donc ça fera plus de travail, mais bon, c'est bien. Ça ramène du fret et c'est très bien pour Venef. Au bout du canal du Loing, derrière ce pont, les bateaux rentrent en Seine. Et notre dernière étape nous emmène de Saint-Mamet à Bonneuil en empruntant le fleuve. Un bassin qui concentre plus de la moitié du trafic fluvial hexagonal. Un autre monde où l'on croise des péniches de 135 mètres de long et où les éclusiers sont perchés dans des miradors. Le dernier soir, l'Éloïane accoste sur les quais de Seine. Guy doit déménager sa voiture à l'arrière du bateau pour faciliter le déchargement du sable. Le lendemain matin, direction le port de Bonneuil en bifurquant sur la Marne. C'est la fin d'un voyage, mais pour Guy, l'essentiel est ailleurs. J'ai fait du déplacement, de la route, tout ça, c'est quand même plus cool, hein, sur le bateau. Le matin on se lève, on est sur place. Hein, pas de transport en commun, pas de déplacement en voiture. Non, je trouve que c'est très bien. En plus, ça plaît à ma chérie, donc les enfants, ça leur va aussi. Donc si ça va pour tout le monde, c'est impeccable. La France, premier pays européen avec ses 8500 km de voies navigables, n'en exploite que le quart, loin derrière l'Allemagne ou la Belgique. Éloïane à l'entrée du port de Bonneuil, terminus du voyage. À 8 km de Paris seulement, le port de Bonneuil-sur-Marne est un terminal multimodal connecté au ferroviaire et à la route. Et les 240 tonnes de sable seront rechargées sur des camions, direction les chantiers de Paris. Ainsi s'achève ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez voir et revoir nos reportages sur notre site France 3 Paris. Vous pouvez aussi réagir sur les réseaux sociaux. On se retrouve le 30 mars prochain pour un nouveau Grand Paris reportage. Merci de votre fidélité.